Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Et tout de suite à la une de l'actualité, Journée nationale de l'élevage. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé ce samedi la 9e édition, au moment crucial pour les éleveurs d'exposer les difficultés liées au secteur, mais aussi de débattre sur le thème choisi, qui est la valorisation des produits d'origine animale, un stimulateur pour la souveraineté alimentaire. Et puis les impactés du terre ne peuvent plus attendre. Ces familles réclament leurs indemnités et rappellent à l'État ses engagements, notamment les logements à Lac-Rose et à Sibekotane. Leurs primes de vulnérabilité ainsi que leurs primes d'accompagnement font aussi partie des doléances. Avec cette alerte, il espère que des solutions seront prises par les autorités. Et enfin, le Premier ministre Ousmane Sonko était de passage hier à l'Assemblée nationale. Une série de questions-réponses avec les parlementaires de la 15e législature sur les sujets brûlants de l'heure. À cette occasion, des mesures sont annoncées visant à réduire le coût de la vie au Sénégal et donc à garantir la sécurité des populations. Voilà, c'est tout pour les grandes lignes de développement. C'est dans un instant. Merci de rester fidèle à cette TV. En bref, pour démarrer ce 13h, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé donc ce samedi la 9e journée de l'élevage donc à Kaolack sous le thème la valorisation des produits d'origine animale, un stimulateur pour la souveraineté alimentaire. Dès son arrivée, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fait le tour des différents stands où il a pu recueillir les différentes préoccupations des acteurs de l'élevage. Cette 9e édition se veut, selon les acteurs du secteur, un moment clé de mobilisation et de reconnaissance du rôle fondamental du secteur de l'élevage dans le développement économique et alimentaire du pays. Et puis cette information donc, que nous avons reçue il y a quelques minutes, le Saint-Père a accepté la renonciation au gouvernement pastoral de l'archidiocèse métropolitain de Dakar, présenté par Monseigneur Benjamin Ndiaye. Le Saint-Père a nommé donc l'archevêque métropolite de Dakar, Monseigneur André Gueye, jusqu'à présent évêque de Thiès et administrateur apostolique de Saint-Louis du Sénégal. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Et puis, je vous l'annoncer également au titre, le collectif des impactés de la première phase du train express régional continue de réclamer la réparation des préjudices qu'ils ont subis, notamment les logements que l'État leur a promis au Lac-Rose et à Sibekotane, leurs primes de vulnérabilité ainsi que leurs primes d'accompagnement regroupant plus de 250 familles impactées. Le collectif avait prévu vendredi un sit-in à la gare de Dakar, mais après l'interdiction de cette manifestation, ils se sont donc adressés directement à la presse pour interpeller les nouvelles autorités. Compte rendu signé Monde Candy. Ils avaient décidé de faire un sitting à la gare de Dakar pour exiger la réparation des impacts causés lors de la première phase du train express régional. Mais à leur grande surprise, l'autorité préfectorale y oppose son veto. Un refus d'autorisation qui leur a été notifié sans le E par un adjudant de police. Donc c'est à 15h moins qu'il m'a appelé pour me dire que le préfet lui a dit verbalement que la manifestation est interdite. Sous une présence policière, ils sont ainsi sommés de quitter les lieux. En lieu et place, ils tiennent une conférence de presse loin des alentours de la gare pour dire leurs 4 vérités. Donc on a vu que le terre a appauvri des centaines de milliers de familles donc, qui sont présentement dans le désarroi et que vraiment des conséquences désastreuses que le projet de terre a créé. Des conséquences liées au non-paiement de leur indemnité mixte. Ça veut dire qu'on vous donne de l'argent et plus les terrains et les chèques d'accompagnement social, les primes de vulnérabilité, les pertes de revenus locatifs. Mais jusqu'à présent, donc nos terrains tardent à être vraiment réalisés. Reçu par le nouveau directeur général de l'APIX, le collectif composé de plus de 250 familles estime néanmoins que c'est au niveau de cette agence que les choses connaissent un blocage. Il nous avait dit qu'il allait accélérer les choses. Il nous avait dit qu'il n'y aura pas de rupture de communication entre lui et nous. Donc
On n'arrive même pas à le joindre ces temps-ci. Ça fait plus de 4 mois, on l'appelle, on écrit des courriers sans réponse. Après l'interdiction de leur sitting, ils en appellent à la responsabilité des autorités, notamment celle du Premier ministre Ousmane Sonko, qui selon eux s'est montré sensible à leur combat alors qu'il était dans l'opposition. À défaut, ils menacent d'entraver le bon fonctionnement du TER. Le Premier ministre Ousmane Sonko a répondu à l'appel des députés de la 15e législature à l'Assemblée nationale avec une délégation des ministres de son gouvernement. Le chef du gouvernement a apporté donc des éclaircissements sur la nouvelle trajectoire du nouveau régime afin de concrétiser les promesses de rupture. Ousmane Ba. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Sans surprise, le rapport de la Cour des comptes et ses révélations ont dominé le débat entre le Premier ministre et son gouvernement et les parlementaires. Interpellés sur plusieurs registres afférents à la conduite des affaires malgré la situation financière incertaine du pays, Ousmane Sonko a rassuré quant à la capacité du gouvernement à réajuster sa trajectoire. Ces mesures commenceront par la rationalisation des agences d'exécution. Les subventions sont très chères. Dans la gouvernance économique et sociale de ces entités. Ce que nous voulons, c'est de les ramener à 2% du PIB en fin 2025. Fin 2025, nous ramenons à 2% du PIB. Sur l'apaisement du climat social, le Premier ministre annonce de larges concertations. Nous avons retenu la date du 27 prochain pour lancer la première édition du dialogue social, avec comme objectif d'aboutir à un pacte de stabilité sur la base d'un dialogue franc, sincère et profond. Tout cela mis sur la table. Et chaque Sénégalais pourra apprécier des capacités réelles de son État pour pouvoir asseoir en conséquence des revendications légitimes, mais également responsables. Pour ce qui est de la réduction de la cherté de la vie, des mesures additionnelles sont attendues pour bientôt. Annoncer la seconde phase des mesures. Nous allons lancer dans les jours à venir la seconde phase de la réduction du coût de la vie. Et cette fois-ci, nous le ferons en amont avec nos partenaires du pays et de l'étranger, en essayant de réduire la chaîne d'approvisionnement pour diminuer les coûts additionnels. Les acteurs, les perspectives de développement du pays ne sont donc pas compromises de l'avis du Premier ministre, qui cependant appelle les Sénégalais à davantage serrer la ceinture et soutenir le projet pour espérer des lendemains meilleurs. Un débat houleux a opposé le chef du gouvernement et donc à Thierno Alassane Sall. Ce dernier a rappelé au Premier ministre ses promesses concernant les fonds politiques. Le député non inscrit estime que la réduction du train de vie de l'État devrait commencer par la suppression de ce fonds. De son côté, Ousmane Sonko a réfuté de telles affirmations et donc il dit avoir parlé d'encadrement de ces fonds. Nous les écoutons. Réduction train de vie de l'État. Vous avez parlé de la réduction du train de vie de l'État. Vous devriez commencer par supprimer les fonds politiques que vous avez dénoncés lorsque vous étiez dans l'opposition. Dans vos propos, vous avez demandé aux Sénégalais de resserrer la ceinture. Ça veut dire que les choses vont davantage se compliquer. Et le mois de Ramadan qui se profile sera encore plus dur. Mars 2025, je n'ai jamais dit que tel fonds était haram. Dans un pays, avoir des fonds qui sont laissés exclusivement à la discrétion d'un homme, fût-il président de la République, qu'il peut utiliser à sa guise, qu'il peut donner à qui il veut, c'est inadmissible parce que c'est l'impôt des Sénégalais. Par contre, dans tous les pays du monde, et même dans ceux qu'on appelle les plus grandes démocraties, il y a ce qu'on appelle les fonds secrets, qui permettent de régler des situations qu'on ne peut pas afficher publiquement et qui font l'objet d'un encadrement. Et cela correspond à la vision de PASTEF qui sera matérialisée dans la gestion de ces fonds secrets. Pour avoir une maîtrise de la dette, le gouvernement met l'accent sur une réforme des recettes budgétaires. Selon Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, il y a 5 mesures qui seront prises, qui seront mises sur pied. Il s'agit notamment de la réforme du Code général des impôts, la réforme du Code des douanes et le renforcement du secteur formel.
il faut un programme pour réformer nos recettes budgétaires. Parce qu'un budget, c'est d'abord des moyens. Il faut des moyens avant de penser dépenses. Donc la primauté de la ressource sur la dépense. Il y a 5 mesures emblématiques qu'il faut énumérer. C'est la réforme du Code général des impôts, je l'ai dit tout à l'heure. Et cette réforme du Code général des impôts devrait nous permettre d'arriver à une fiscalisation des secteurs à fort potentiel économique. Il s'agit du foncier. Il y a des choses à faire pour mailler davantage le foncier et essayer d'en tirer le maximum de recettes pour notre budget. Et il faut nécessairement que l'on mette à jour notre Code général des impôts, qu'on le mette à face à nos réalités économiques. J'ai parlé aussi de l'interopérabilité des systèmes. Mais il faut dire que les dernières statistiques que nous avons sur le secteur informel faisaient état de 97% sur l'économie réelle. Entre le système informatique de la douane, du trésor, du budget, des impôts, qu'on arrive à neutraliser cette informalité. Le code des douanes, il faudra aussi le réformer parce qu'il est devenu anachronique dans ses méthodes et plus véritablement même dans son contrôle des régimes suspensifs. Il y a beaucoup de choses à revoir et nous nous engageons à le faire véritablement dans le cadre des réformes. Le secteur privé occupe une place de choix dans le programme Vision 2050. Le docteur Abdourahmane Sarr l'a rappelé lors du passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération affirme que l'État va assurer son rôle régalien, mais va accompagner le secteur privé pour permettre un bon climat des affaires. Donc la vision Sénégal 2050 est un changement de paradigme. L'État a d'abord des responsabilités régaliennes. L'ordre public, on en a parlé, la sécurité, l'éducation, la santé, les infrastructures de base. L'État, dans la mesure de sa marge de manœuvre, peut dégager, la marge de manœuvre qu'il peut dégager, après s'être occupé de ses responsabilités de base, peut et doit accompagner les efforts des citoyens et des collectivités territoriales dans leur quête de développement individuel et collectif. La souveraineté commence d'abord par un État qui peut financer ses déficits budgétaires sans avoir recours à des financements exceptionnels comme ceux du Fonds monétaire international. Ainsi, pour pouvoir accompagner le secteur privé dans les risques qu'il doit prendre et dans les opportunités que le Sénégal doit saisir, il est nécessaire que nous trouvions des marges de manœuvre. C'est vrai, la situation est difficile. L'État doit créer des marges de manœuvre de telle sorte à pouvoir faire face aux biens et services publics. Mais cela ne veut pas dire que réaliser la vision Sénégal 2050 n'est que de la responsabilité de l'État. Il y a le secteur privé qui doit se développer et pour qu'il se développe, il faut que le climat des affaires donc, soit davantage favorable à l'investissement privé, à son développement. Sécurité routière et protection des populations, l'État a annoncé également des mesures. Lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a détaillé les efforts en cours pour lutter contre l'insécurité et les accidents de la route. Jean-Baptiste Tine a assuré que le gouvernement est mobilisé pour renforcer la protection des citoyens et de leurs biens avec un dispositif renforcé sur l'ensemble du territoire. Il est inconcevable qu'à chaque fois qu'il y a un combat, que ça prenne beaucoup de temps et que ça suscite vraiment des inquiétudes de la part de tous les chefs de famille, de la part de tous nos concitoyens. C'est inadmissible. Ils ont tenté hier de s'approcher effectivement du ministère de l'Intérieur. La porte n'est pas fermée. Nous les avons écoutés, mais nous leur avons dit qu'on ne pouvait pas revenir pour l'instant sur cette décision. C'est une décision difficile à prendre, mais il fallait la prendre. Concernant l'insécurité sur nos routes, c'est une question récurrente qui revient pratiquement depuis que nous sommes au pouvoir. Le président de la République ne cesse de nous faire des rappels, de même que le Premier ministre. Nous sommes en train de dérouler une série de mesures, notamment de sensibilisation des usagers, une série de renforcement des capacités au niveau des services aussi bien de police et de gendarmerie, mais aussi des populations, pour que nos routes soient de moins en moins témoins des graves accidents que nous vivons, que nous déplorons très souvent.
Et puis nous parlons de tout à fait autre chose dans ce 13h, synergie pluridisciplinaire, horizons multiples, comment bâtir un avenir meilleur. C'est le thème de la première édition du colloque organisé par le comité interuniversitaire regroupant les établissements des enseignements supérieurs du Sénégal, une initiative qui se veut un pas décisif dans le renforcement du dialogue universitaire promoteur d'avancées concrètes. Le pourquoi du colloque. Ce colloque est assez intéressant parce que ici au Sénégal, nous n'avons pas l'habitude de voir des étudiants s'atteler à des activités de grande envergure scientifique. Ici, quand on parle des étudiants, les gens pensent à des manifestations violentes. Quand on parle des étudiants, les gens pensent des fois à des revendications incessantes de conditions meilleures. Ça, c'est vrai, c'est un droit pour un étudiant de lutter pour ce qu'il veut en termes de bourse, en termes de conditions meilleures, parce que ça, c'est pas tellement égoïste, c'est pour les universitaires, mais c'est pour les universités de façon générale. Mais actuellement, nous voulons montrer une autre facette pour les étudiants qui sont intéressés par le développement de leur pays, mais les étudiants qui sont surtout intéressés par l'avenir socio-économique de la jeunesse. Parce que nous sommes la jeunesse, nous sommes les étudiants, mais nous sommes la jeunesse. Donc c'est pourquoi on a pensé à organiser ce colloque, à rassembler des vifs, des esprits brillants, des esprits innovants, des esprits créatifs, afin de trouver ensemble des résolutions pratiques pour le développement socio-économique de la jeunesse, mais aussi de son avenir. Actualité sportive à présent, le communiqué du ministère des Sports annonçant le désengagement de l'État dans la prise en charge des compétitions africaines interclubs a fait l'effet d'une bombe. Le directeur général sportif plutôt du Jaraaf, Cheikh Sidi Dia, dénonce une décision qui, selon lui, met en péril l'avenir du football local et compromet la progression des jeunes. Donc, il invite l'État à reconsidérer sa position. Reportage signé Oumar Thiam. Le communiqué issu du bureau du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a offusqué plus d'un, à commencer par Cheikh Sidi Ba. C'est une décision que je regrette. Le directeur sportif du Jaraaf l'assimile à une mort programmée du championnat local. Déjà, l'État n'aide pas les clubs sénégalais sur le plan financier en donnant des subventions. Et aujourd'hui, en retirant cette rubrique dépenses qu'est les billets d'avion, je pense qu'aujourd'hui, c'est mettre encore nos clubs sénégalais dans une plus grande difficulté. Pour l'ancien défenseur des Lions, cette décision ouvre la brèche à 1001 conséquences, dont le forfait futur des équipes qualifiées pour les compétitions interclubs et pas que. Déjà, ça va mettre un frein à l'évolution de nos pépites, mais aussi ça peut tuer le football local parce que maintenant certains clubs vont se dire pourquoi se battre, pourquoi gagner un titre, pour ne pas aller en Afrique parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens. Je pense qu'aujourd'hui c'est un coup de Damoclès pour tout le football local. Ainsi, un nouveau paradigme s'impose pour donner plus d'allant à un championnat en panne de sponsoring. Aujourd'hui, avec la politique du RSE, je pense qu'aujourd'hui, il faut inciter les sociétés à aller vers les clubs, à les aider, à prendre en charge les dépenses pour toute la saison et pourquoi pas pour nos clubs africains. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut commencer par ça. Il faut commencer par ça et aussi attendre une subvention de l'État pour nos clubs sénégalais, comme ça se fait un peu partout en Afrique, dans les plus grands pays africains où on voit les plus grands clubs africains. Pour autant, Cheikh Sidi Ba maintient une lueur d'espoir avec une convocation de concertation. Et puis hors de chez nous, en bref, au Mali, les habitants de Dianké, situés entre Léré et Niafunké, dans la région de Tombouctou, ont dû quitter leur village sous la menace du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Les djihadistes ont sommé mardi 19 février au soir les habitants de partir. L'armée malienne s'est ensuite rendue dans le village de Dianké, largement déserté par ses habitants. Et puis, l'Assemblée générale de l'ONU se réunit lundi 24 février pour marquer le 3e anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine. Pour cette occasion, l'Ukraine et les Européens ont préparé un projet de résolution qui souligne la nécessité de redoubler
d'efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre cette année et prend note des initiatives de plusieurs États membres ayant présenté leur vision pour un accord de paix complet et durable. Le texte répète également les précédentes demandes de l'Assemblée générale d'un retrait immédiat et inconditionnel des troupes russes d'Ukraine et la cessation des attaques de la Russie contre l'Ukraine. Et sur ce, nous passons à la revue de presse. Bonjour. Le passage du gouvernement à l'Assemblée nationale hier vendredi pour une séance de questions d'actualité est le sujet mis en exergue par les journaux parus ce samedi. Ousmane Sonko, l'autre grand oral, titre Sud Quotidien, en écho à la déclaration de politique du Premier ministre le 27 décembre dernier. Mais cette fois-ci, le passage du chef du gouvernement Ousmane Sonko et des autres ministres devant le parlementaire intervient une semaine après la publication par la Cour des comptes du rapport d'audit des finances publiques durant la période 2019 à mars 2024. Sud Quotidien indique que le Premier ministre en a profité pour faire quelques annonce une deuxième phase de réduction des prix de produits de première nécessité, un vaste programme de regroupement des agents d'exécution. L'AS écrit que Sonko fait plusieurs annonces, notamment des mesures correctives allant dans le sens d'une gestion plus orthodoxe des deniers publics. D'après le Soleil qui titre les fortes annonces d'Ousmane Sonko, le Premier ministre déclare que le gouvernement procédera à la fusion de la suppression de centaines d'entités publiques comme des agences dans le cadre de la rationalisation du train de vie de l'État. Mais lors de son passage à l'Assemblée nationale, ce dernier n'a pas manqué de répondre aux députés Thierno Alassane Sall. Le quotidien lui note que Sonko contre les sales députés. Il attaque Thierno Alassane Sall sur les fonds politiques. Le Premier ministre, le quotidien menace Abdou Karim Sall sur les 45 milliards de francs CFA d'armes. Il promet une prochaine réduction des denrées de première nécessité. La Tribune assume cette démarche à une place d'armes entre Sonko et les députés de l'opposition. Sonko demande aux Sénégalais d'accepter les sacrifices, mais selon Thierno Alassane Sall, dans les colonnes du journal, l'actuel régime est toujours dans une phase de tâtonnement. Dans Libération, c'est Sonko qui met en garde. Le vol de deniers publics, c'est fini, a-t-il déclaré. Nous ne pensons pas au prochain mandat, mais à la prochaine génération. Ce que nous avons fait en 10 mois, aucun régime n'a réussi à le faire. Et que tous les biens mobiliers et immobiliers de l'État seront restitués au peuple, a déclaré Ousmane Sonko. Dans les Échos, c'est Sonko qui menace à tout va. Il se défoule sur Thierno Alassane Sall et menace, titre le journal. Enquête lui s'est intéressé au lancement à Koungheul du projet de mobilisation des ressources en eau qui sont le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, permettra de régler la question de la souveraineté alimentaire. En sport, record sur la Saudi Pro League, indique Al Hilal et à Damak le clean sheet propre de Mendy en Ligue des Champions selon Rewmi Sport. Le Paris Saint-Germain tombe sur Liverpool et le derby de Madrid attendu. Bonne lecture. Merci beaucoup, Momar Cissé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques minutes pour le Wolof. Bonne suite de programme sur la CTV. Au revoir. Votre chaîne préférée vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur tout.